Bonjour, c'est Clément Boulot du comité En Marche Bulgarie-Balkans. Aujourd'hui, nous retrouvons à nouveau Bruno Pludemarreur pour un podcast sur les soutiens apportés dans plusieurs aspects de la vie quotidienne des Français de l'étranger, comme la fiscalité, les retraites et l'éducation. Si vous voulez savoir les rôles des conseillers des Français de l'étranger, retrouvez notre premier podcast avec Bruno Pludemarreur, conseiller des Français de l'étranger de Munich. Bonjour Bruno, comment vas-tu ? Très bien, merci Clément. Donc je m'appelle Bruno Pludemarreur, je suis marié, j'ai 3 grands-enfants, j'habite à Munich depuis un peu plus de 20 ans. J'ai vécu dans d'autres pays à l'étranger avant, je suis entrepreneur et je suis conseiller des Français de l'étranger depuis 2014. Aujourd'hui, Bruno, si tu le veux bien, abordons ensemble les problématiques de vie quotidienne auxquelles doivent faire face les Français de l'étranger. Alors déjà, la première chose, c'est que si on est à l'étranger pour une durée supérieure à 3 mois, ou alors dans un pays qu'on pourrait qualifier de difficile, il est important de s'inscrire au consulat sur les registres des Français de l'étranger pour pouvoir être suivi en termes de sécurité, pour pouvoir être connu des services. S'inscrire, c'est aussi s'inscrire sur les listes électorales, donc pouvoir voter. Si on part 2 ans, ne serait-ce que 2 ans à l'étranger, on rentre pas forcément en France au moment des élections, donc si on peut remplir son devoir électoral, oui, c'est important. Maintenant, concerné par les activités du conseiller des Français de l'étranger, oui, on peut l'être. Ça dépend ce qu'on fait. Si on participe à une association et que cette association a besoin de financement, on sera concerné par les activités du conseiller des Français de l'étranger, vu que c'est le conseil consulaire qui attribue ou n'attribue pas les subventions. Si on a des enfants à l'école française et qu'on a besoin d'une bourse, on sera aussi concerné par les activités du conseiller des Français de l'étranger. Donc, d'une certaine manière, oui. En fait, c'est un petit peu, on pourra prendre la question d'une manière différente. Je suis Marseillais, je vais habiter à Lille. Est-ce que je suis concerné par les activités des conseillers municipaux lillois ? La réponse sera oui, forcément. C'est l'élu local. Sachant qu'on peut être également concerné par ce que fait le consulat, mais le consulat, lui, représente l'administration. C'est l'équivalent du préfet si on était dans un département français. Et par rapport à ça, en matière d'aide à l'insertion dans le nouveau pays de résidence, est-ce que le conseiller peut avoir une aide pour mieux s'insérer, je parle au niveau professionnel, mais aussi personnel peut-être? D'après les textes, non. C'est pas le rôle du conseiller. Maintenant, la plupart d'entre nous, enfin une grosse moitié des conseillers, organisent des permanences. Lors de ces permanences, on reçoit les concitoyens et on répond à leurs questions. Donc oui, on peut aider à ce niveau-là pour l'insertion. La particularité aussi, c'est que beaucoup d'entre nous ont des contacts étroits avec les associations, notamment les accueils ou d'autres associations, l'Association démocratique des Français de l'étranger, Français du monde, ou l'UFE, l'Union des Français de l'étranger. Ces associations ainsi que les accueils ont en général beaucoup de conseils, beaucoup de choses à dire et beaucoup d'informations à passer et connaissent bien les démarches administratives, donc peuvent aider à l'insertion, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. C'est souvent très mélangé d'ailleurs dans le cadre d'une expatriation. Mais il n'y a pas de rôle officiel. Maintenant, c'est vrai que quand on vit dans un pays depuis un certain temps et puis qu'on a décidé de consacrer 30% de son temps à ses concitoyens, ben oui, on est là pour donner un coup de main si on peut. Il ne s'agit pas non plus de faire les démarches à la place des gens, soyons clairs. D'aider, ça peut être aussi aider sur l'aspect linguistique, parce que quand on va dans un pays anglophone, en général, la plupart des gens parlent un peu anglais, mais quand on va dans certains autres pays, je pense en Bulgarie ou en Albanie, ça peut être plus complexe. Je posais la question au gré de mes rencontres en Bulgarie, dans les Balkans. J'ai croisé beaucoup de Français qui, s'installant plus longuement à l'étranger, ont des projets immobiliers. Est-ce que le conseiller a un quelconque rôle par rapport à ça ? Bon, on va être très clair, aucun. Même chose, s'il est passé par là, il peut connaître un petit peu les habitudes locales et les coutumes en termes de prêts bancaires, d'achat immobilier, etc. Mais sinon, aucun. Il faut être réaliste. Faut mieux s'adresser éventuellement à une agence de relocation ou des choses comme ça, mais bon, c'est assez cher, mais qui connaissent un peu ce cas de figure. Mais non. Est-ce que par rapport à des questions de fiscalité, est-ce que tu as reçu ou est-ce qu'ils reçoivent une formation sur les questions fiscales ? Alors, la formation en général n'était pas prévue pour les conseillers des Français de l'étranger par la loi de 2013.
Donc nous n'avions droit à aucune formation alors qu'un élu local en France a droit à des formations. Ça a été changé dans la dernière loi sur les élus locaux, celle qui a changé notre titre aussi de conseiller consulaire à conseiller français de l'étranger. Et on aura le droit, à partir des prochaines élections, donc qui ont été repoussées d'1 an suite à la situation sanitaire, on aura droit à des formations dans différents domaines, tout ce qui peut concerner l'élu, dont la fiscalité. Maintenant, quand on est en poste, on est bien obligé de répondre aux questions. Puis en plus, comme on vit dans les pays, on est soi-même confronté aux questions de fiscalité. Donc on se forme un petit peu tout seul. Puis les partis politiques, les grandes associations ont mis en place aussi des fiches pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Certains pays ont des conventions fiscales avec la France, c'est le cas de l'Allemagne. Donc moi étant conseiller pour la circonscription de Munich et Stuttgart, je me suis intéressé aux conventions fiscales, parce qu'il y en a plusieurs, entre la France et l'Allemagne, pour les lire, les comprendre et appeler éventuellement des spécialistes pour avoir des réponses aux questions posées par mes compatriotes, notamment lors des permanences, parce que les questions fiscales sont des questions ultra classiques. Il y a des gens qui m'appellent pour m'aider, pour que je les aide à faire leur feuille d'impôt française quand ils doivent en faire une. S'il y a des revenus immobiliers, par exemple. Donc, c'est clair que ce sont des points sur lesquels on s'est tous logiquement auto-formés. On n'a pas trop le choix. Maintenant, ce qui est bien, c'est que grâce à la nouvelle loi, on va avoir des formations, et pas simplement dans ce domaine-là, en général. Par exemple, j'ai des enfants qui sont à l'école française dans ma ville. Est-ce que cette formation dont tu disposes peut te permettre d'intervenir pour améliorer la qualité de l'école française de là où j'habite? Alors, les conseillers des Français de l'étranger sont membres de droit avec voix consultative et non délibérative, mais enfin c'est pas très gênant, mais sont membres de droit des conseils d'administration, conseils des établissements d'enseignement français à l'étranger. Donc, à travers cela, on a un contact avec le corps enseignant et avec la direction, sachant que la direction change plus souvent que le corps enseignant ou que nous, ou que les Français, ou que les parents d'élèves, etc. On est en contact aussi avec les parents d'élèves, donc oui, on peut intervenir. Il m'est arrivé d'intervenir comme médiateur entre quel est le terme, le Betriebsrat, donc l'équivalent d'un comité d'entreprise en fait, du lycée français d'une ville allemande et la direction du dit lycée, qui était en pleine guerre ouverte, et on a fait les médiateurs, allant d'une salle à l'autre, parce qu'il n'était pas question qu'ils soient dans la même salle. Oui, avec l'enseignement français à l'étranger, on a un lien. C'est un lien qui n'est pas seulement au niveau des établissements existants. Je suis actuellement avec des Français d'une grande ville du sud de l'Allemagne en support pour eux parce qu'ils essayent de créer un enseignement secondaire dans leur ville, alors qu'il n'y a pour l'instant que du primaire. Il y a aussi tout ce qui est label France Éducation, les formations bilingues. Là, on a la chance en Allemagne d'être impliqué par l'ambassade dans la mise en place des plans éducation. Il y a aussi les programmes FLAM, français langue maternelle, qui sont des programmes pour permettre aux enfants scolarisés dans le système local d'avoir des cours de français. En général, ils parlent français à la maison avec au moins un des deux parents, mais entre parler français et apprendre la grammaire française, il y a souvent un fossé. Oui, c'est pour être parfaitement bilingue, il faut la connaître. Il faut savoir parler, il faut savoir écrire, il faut pouvoir lire en français. Donc, FLAM permet d'avoir une matinée par semaine ou un après-midi par semaine, en général le week-end, un enseignement de la lecture, de la grammaire, de l'écriture en français. Notamment si on est dans l'enseignement local et qu'ensuite il faut envisager des études secondaires en France, des études supérieures en France par exemple, ou un retour en France. J'avais une dernière question. Si on a bien fait ses études, qu'on a bien travaillé toute ta vie et qu'on veut du coup prendre sa retraite, mais plutôt à l'étranger plutôt qu'en France, quels sont les points sensibles à surveiller? À quoi il faut faire attention? Alors, c'est assez complexe. Prendre sa retraite en France, quand on a toujours travaillé en France, c'est déjà pas toujours très simple de faire une reconstitution de carrière. Quand on a travaillé en France, à l'étranger et éventuellement dans plusieurs pays étrangers, ça devient un véritable casse-tête. Si on a travaillé dans des pays qui ont des conventions avec la France ou avec l'Union européenne ou dans des pays de l'Union européenne, c'est facilité. Il faut se renseigner localement, mais tout peut être calculé par un seul des pays et on peut se faire verser sa retraite par une seule source, celle du pays de résidence. S'il est dans l'UE, s'il n'est pas dans l'UE, c'est parfois un peu plus compliqué. Il faut faire très attention aussi aux questions d'imposition. En fait, il faut faire des calculs multiples parce que comme on a le choix souvent entre 2 ou 3 solutions, il faut voir quelle est la plus intéressante, quelle est celle qui rapportera le plus. Parce que la fiscalité des retraites n'est pas la même partout.
Ça, c'est le premier point. Après, il faut voir les aspects. Si on décide de choisir un pays pour prendre sa retraite et de s'expatrier pour prendre sa retraite, il faut regarder les aspects de sécurité, les aspects de facilité de vie, les possibilités de rentrer en France. Il faut aussi s'intéresser aux conventions existantes sur l'héritage et la succession. C'est pas des choses qui sont agréables à envisager, mais voir aussi quelles sont les possibilités de rapatriement après le décès aussi. C'est pas des choses agréables, et c'est des questions qu'il vaut mieux traiter en amont plutôt qu'en aval. Laisser des dernières volontés, pas forcément sous sein notarial, mais laisser des dernières volontés, dire où on souhaite être enterré, par exemple, si on prend sa retraite à l'étranger, que ça puisse être retrouvé par des proches. Je le redis, c'est pas des choses agréables à envisager. Ça fait partie du cours de la vie et ça peut éviter des désagréments. Se dire, je sais pas, si un couple retraité prend sa retraite justement dans un pays étranger, il y a des pays qui sont assez à la mode aujourd'hui, le Portugal, le Maroc, etc. En cas de décès, ou est-ce qu'on souhaite rester sur place? Est-ce qu'on souhaite que les enfants puissent facilement aller au cimetière? Enfin, je veux dire, c'est des questions qu'il faut se poser, et pas tout seul évidemment. Maintenant, la retraite, le calcul de la retraite, etc., ça a toujours été compliqué si on a eu des carrières non linéaires. Alors, il y a le cas particulier des expatriés qui ont des contrats français, qui sont payés en France, qui sont envoyés à l'étranger et qui ont, dans ces cas-là, tout passe par la France ou presque. Des expatriés en Union européenne, il n'y en a quasiment plus. L'expatriation classique où l'entreprise paye tout et paye depuis la France, ce sont en général des contrats locaux aujourd'hui. Ça peut être extrêmement compliqué quand on a travaillé dans plus de 2 ou 3 pays, oui. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions et on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Merci volontiers. À bientôt Clément. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Nous vous invitons à suivre notre canal YouTube et vous inscrire pour avoir tous nos prochains podcasts et ceux que nous avons déjà faits sur les thématiques, notamment des Français de l'étranger. À très bientôt!